Et c'est un grand plaisir d'être à nouveau dans des réunions qui ne sont pas par écran interposé, qui ne sont pas en Zoom, qui ne sont pas en Teams, qui ne sont pas en visioconférence. C'est une grande chance en fait de pouvoir être là et retrouver une partie de la communauté des bitcoiners, de la communauté des miners, la communauté aussi des investisseurs dans ce domaine. Et c'est un grand jour aujourd'hui. Et donc, je suis ravi en fait d'avoir à prendre la parole pour célébrer ça avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Philippe Rodriguez, je suis le patron en fait d'une banque d'affaires qui s'appelle Avolta, qui agit beaucoup dans le domaine de la techno, mais aussi dans le domaine de blockchain. On a fait pas mal de deals dans ce domaine. C'est un sujet qu'on connaît depuis quelques années déjà. J'ai commencé en 2013, en 2014. On a fait notre premier deal blockchain en 2014 en étant la banque d'affaires de Paymium. Voilà, pour les anciens, ça rappelle des souvenirs. Et voilà, on a continué. Et en tous les cas, aujourd'hui, on va parler de crypto mining. Mais je crois qu'on va surtout parler d'énergie. Parce que c'est véritablement le cœur, la matière première de ce mining, c'est véritablement l'énergie. Et Sébastien et Adrien, aujourd'hui, vont exposer leur projet à cette communauté d'investisseurs et expliquer à quel point l'énergie est la matière première de ce processus. Alors, on va demander à la technique de passer à la vidéo.
Super. Bon, si on était aux États-Unis, on aurait fait round of applause pour Sébastien. Allez, moi, on va le faire en français. On va dire, chers amis, on est ravis d'avoir sur scène aujourd'hui le baroudeur du Bitcoin, si on peut l'appeler comme ça, Sébastien Gouspillou, et qui va nous présenter BBGS. Merci. Merci Philippe. Merci d'être là parce que c'est, comme l'a dit Philippe, c'est une étape hyper importante pour nous. Ça fait 3 ans qu'on prépare ce moment. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a démarré nos activités avec mes associés, Jean-François, Adrien, Thomas, et tous les personnes qui nous ont rejoints depuis. Et le petit film que vous avez vu, c'est ces 5 ans d'expérience, nos premières fermes à Pau, à Odessa, à Nantes, et puis après notre exode vers la Sibérie, Irkoutsk, et puis Almaty au Kazakhstan. C'est un métier dans lequel tout va très vite. On a l'habitude de dire que dans le Bitcoin, tout va 10 fois plus vite qu'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a pris un petit coup de vieux dans ces 5 années. Le mining professionnel existe depuis un peu plus de 9 ans. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça, donc on a connu plein de choses dans ce métier-là et on fait partie des mineurs les plus expérimentés, effectivement. Philippe l'a souligné, mais c'est la réalité. Beaucoup de grosses boîtes de mining ont moins d'expertise et moins d'expérience que nous. Enfin, on démarrait après nous, en tout cas. Donc, nous, on a avancé petit à petit, d'abord en France, puis à l'étranger, et on est parti d'un besoin d'aller trouver des mégawatts, et ce besoin s'est transformé en certitude, en conviction, que le mining allait devenir vert, et 100% vert. Nous, c'est notre idée. On pense qu'à un horizon de 3 à 5 ans, on aura au moins 80-85% du mining qui sera devenu green, donc sur de l'extra capacité du renouvelable. Et c'est cette conviction qui nous a fait chercher partout autour du monde, pendant des années, ces fameux mégawatts. Et donc on cherchait des centrales en extra capacité. Une centrale en extra capacité, c'est par exemple une centrale hydroélectrique qui fait 30 mégawatts, donc 3 turbines de 10 mégawatts, chacune de puissance installée. Et puis on constate qu'il n'y en a qu'une qui tourne la plupart du temps, la deuxième va servir quand la première est en maintenance, et la troisième n'a jamais servi. Enfin, c'est pas exactement comme ça, parce que les turbines, ils les font tourner pour qu'elles aient une usure équilibrée. Mais la situation économique est là. Et des centrales comme ça, donc c'était notre objectif de les trouver. Et on a cherché partout, sur 4 continents. Et ça paraît pas évident. Beaucoup de gens nous disent, mais ça n'existe pas, votre recherche, l'extra capacité, c'est... Non, quand on crée une centrale électrique, c'est qu'on a un besoin, et le besoin est toujours... l'offre est toujours adaptée à la demande. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en vrai. Il y a des centrales énormes qui se créent et qui mettent des années et des années à trouver leur clientèle et à distribuer leur réseau. Et donc, on a cherché ces pépites et on en a trouvé. Et on en a trouvé plein et on en a trouvé des super grosses. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. C'est que ce niveau de mégawatts, là aujourd'hui, on a identifié 900 mégawatts. C'est juste énorme. C'est plus qu'un réacteur nucléaire, un bon gros réacteur nucléaire français. Et c'est réparti sur plusieurs pays, plus d'une dizaine de pays. Donc là, on va vous en présenter 7 ce soir. Et on va commencer par un pays qui pour nous est une référence, parce que c'est un pays qui a désormais comme monnaie légale le Bitcoin. Et ce pays, c'est le Salvador. Et pour parler de notre actualité dans ce pays, je vais laisser la parole à l'excellente Madame Tech and Business International du gouvernement du Salvador. J'ai nommé Monica Taher. Bienvenue, Monica. Thank you. Thank you for having us here. For me, it's a pleasure. I came all the way from, this time from the United States, but I am from El Salvador. I had the technological and economic international affairs area for the government of El Salvador. And what that basically means is that I am committed to helping my country become a hub for innovation. And that's exactly what we've done with the adoption of Bitcoin as a legal tender. El Salvador has been well known for violence, for gangs, for many other negative things. There are 6.5 people, 6.5 Salvadorians living inside the country, and about 3.2 million living in the diaspora, living outside. Out of that 3.2 million, 2.7 live in the United States. She talked a lot. I'm sorry. Désolée, je vais essayer de récapituler. I usually do, I'm sorry. Mais je sais, vous avez tout compris ou je traduis quand même? C'est bon ou je... They speak English, so it's fine. Si vous avez des questions, je réponds sans problème. Okay.
Out of that 3.2 million people living outside El Salvador, 2.7 happen to be in the United States, and the rest in Europe, in Latin America, all over the world. Migration was and is still a very harsh issue for El Salvador because of poverty, because of many social and economic issues. However, the adoption of Bitcoin as a legal tender after President Bukele announced that this was going to happen at the Bitcoin 2021 conference in Miami last year, exactly on June 5th, this has brought a lot of changes already for the country, and it hasn't even been a year. I'll give you a few examples. It's brought hope for about 70% of people who do not have a bank account. 70% of the population in El Salvador happen to be unbanked. What does that mean in regards to them having access to using Bitcoin, not only for daily transactions, because now in El Salvador, you can go into a McDonald's, you can go into Starbucks, you can go into any store and buy a blouse, buy coffee, buy whatever you want with Bitcoin. But the most important thing is that it's giving them the opportunity to save, to learn how to invest, to have hope and to have a way of life that before wasn't possible. There are 1.2 million businesses, small businesses, merchants, who do not have access to loans from the banks because the banks need a lot of collateral. So they happen to go to people that can lend them money. Usually the interest rate is in the 3 digits, 125%. If they borrow $100, they have to pay $15 per day. So they either lose their small business and they're unable to pay the loan. But guess what El Salvador is going to be doing now? We're going to be giving this 1.2 million small businesses crypto loans. And that's going to be a game changer for all of these people, not only for the merchants, but also, then again, for the new generations. It's also put our country on the world stage. Now we know, or actually you know, that El Salvador is in Central America and not in South America. You also know that our traditional food is called pupusas. And you also know that President Bukele doesn't agree with the traditional banking system. And it's just the beginning, because we understand that Bitcoin has opened a world of opportunities for a lot of people, not just in El Salvador, but also for a lot of investors and a lot of people around the world who were seeking a framework, a legal protection, a legal framework that can help them succeed with any of the brilliant ideas, such as the one we're seeing tonight. It's also helped a lot of people that wanted to do or launch businesses in crypto. It's allowed them to migrate to our country. So now what we're seeing in El Salvador is that, yes, there's still migration to the United States and to other countries. People are still leaving El Salvador. I would be lying if I didn't say this. However, we are also seeing migration into El Salvador. We have gotten a lot of investors who have come from Singapore, from France, from Germany, from many other countries in Europe, from the United States, from Canada, from Ghana, other countries in Africa, other countries in Latin America. And they have opened offices and they have launched their businesses. And it's interesting to see that we have started to hear more English on the streets and everywhere. And I can vaticinate that in the near future, El Salvador will become a hub, a cosmopolitan hub, not just for businesses, but for education and for innovation. A lot of the companies that usually will go into Latin America to open an office for the entire region will settle either in Mexico, Brazil, or Argentina. Those were the emerging markets. Now they are opening offices in El Salvador. El Salvador is becoming a hub for Latin America and a crypto hub for the world. We also know that in order to stay on top of innovation,
We need to keep up with technology. Technology is changing way too fast. And a way to do that is by educating our population about Bitcoin. A lot of companies have come just to educate Salvadorians on how to download a wallet, how to conduct transactions with Bitcoin, how to invest, how to save, how to send remittances, because remember, we have 3.2 Salvadorians living outside. So there are a lot of money, a lot of remittances. And now with our Chivo wallet, if I'm living here in France and I want to send money to my mother in El Salvador, I can send it through the government wallet, the Chivo wallet, with 0 fees. So besides staying on top of innovation via education, we also need to adopt new technologies, anything that is a breakthrough for the world, such as green mining. And we welcome Seb, his team, and Big Block Green Services to El Salvador, because we really think that this is going to be a company that is going to become a game changer, not just for El Salvador, but for the entire world. Welcome, and thank you for having us here tonight. Alors, évidemment, le Salvador, ça nous tenait beaucoup à cœur. On est hyper content que Monica ait fait le déplacement et soit venue pour cette soirée. C'est un cadeau, merci. On a d'autres pays, et notamment là, je vais vous présenter maintenant. On part là, en Asie centrale, on part au Tadjikistan. Je remercie l'ambassade qui nous a envoyé son représentant ce soir, qui est parmi nous. Merci d'être là également. Alors, c'est une vieille histoire, le Tadjikistan, hein. Cette réunion que vous voyez là, ça date de mi-2019, donc ça fait un moment qu'on travaille le dossier. Djouma, que vous voyez ici, c'est le directeur de Pamir Energy, Société nationale d'électricité du Tadjikistan, avec son adjoint et son équipe. Et donc, depuis 2019, on va de réunion en réunion, d'avancée en reculade et en déception. C'est pas facile de convaincre nos interlocuteurs que le mining, c'est bien et que le Bitcoin, c'est solide. Comme tous, pour peu qui connaissent un peu Bitcoin, ils en ont que des a priori négatifs, très souvent. Et donc, on a un gros travail de conviction à faire, d'explication. Et quand on a réussi à convaincre ces gens-là, c'est-à-dire les patrons de la société d'électricité, souvent, c'est assez facile avec les électriciens, hein. Ils comprennent la logique économique qu'on leur propose. Il faut convaincre les autorités de tutelle. Et là, en l'occurrence, vu que c'est une société nationale, c'est le ministère de l'Énergie qu'il faut convaincre. Et ça s'est fait petit à petit, on a réussi à convaincre, jusqu'au jour où le ministre de l'Énergie de l'époque nous a dit votre actif, là, c'est trop virtuel, ça peut tomber demain à zéro. Il y a un banquier français très connu qui a dit que ça pouvait tomber à zéro en 2025. Et donc, c'est pas solide. Et effectivement, quand nos interlocuteurs regardent le cours toutes les semaines, et que toutes les semaines, il a perdu encore, et que ça dure comme ça pendant presque 2 ans, notre argumentaire devient plus difficile à soutenir. Mais finalement, on y est arrivé. Le cours est remonté, hein, tout simplement, en 2020. Et donc là, ils sont revenus vers nous en disant vous aviez raison, on aurait dû le faire plus tôt. Et beaucoup nous disent ça aujourd'hui. Il y a eu un véritable alignement des planètes, en plus, dans ce cas-là, dans ce pays, parce que Djouma, donc le patron de Pamir Energy, est devenu le ministre de l'Énergie. Donc ça nous a pas mal aidé, parce que c'est un vieux complice maintenant, on le connaît depuis longtemps. Et donc, on vient de conclure les accords grâce à notre directeur de BBGS Asie centrale, qui est Théophile Perrault, qu'on voit ici avec moi. Donc ça aussi, ça date de 2019. C'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps. Théophile est un ingénieur hydroélectricien qui a été recruté au Tadjikistan pour s'occuper du hub électrique qu'ils étaient en train de construire. C'est un pays qui produit beaucoup d'électricité verte, qui a un énorme potentiel de production. Et donc, Théophile était l'ingénieur qui avait été choisi pour mettre ce hub au clair. Et il a démissionné de ses fonctions il y a 8 mois pour nous rejoindre full-time, parce que les projets grossissent et il y en a de plus en plus en Asie centrale. Et donc, Théophile nous a rejoint complètement. Donc, aujourd'hui, il est directeur BBGS Asie centrale, mais en même temps, il a été nommé conseiller à Matignon, donc auprès du ministère des Affaires étrangères comme conseiller commercial.
Et en même temps, il est rentré au gouvernement tadjik comme conseiller au ministère de l'énergie pour le mining. Donc ça permet de voir que le mining devient quelque chose de mainstream, que ça devient une industrie connue et reconnue dans beaucoup de pays, et pas uniquement au Salvador, bien sûr. Pour le Tadjikistan, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel, si ce n'est que c'est petit, hein, c'est une petite ferme qu'on crée là. On est donc dans le Pamir. Cette ferme a la particularité d'être la plus haute du monde, parce qu'elle est construite sur la centrale hydroélectrique du Pamir, à plus de 3000 mètres d'altitude. L'eau arrive du toit du monde, à 7000 mètres d'altitude. Donc c'est une ferme très spéciale, il y fait très froid l'hiver. Elle est difficile d'accès, comme on a l'habitude maintenant. Mais c'est un projet qui nous tenait à cœur, parce que c'est un projet national, d'un mining national organisé en amont, et qui va apporter que du bénéfice au pays qui a choisi cette manière d'utiliser son extra capacité. Vous voyez l'éléphant? C'est un éléphant d'Afrique. On est au Kenya. Voilà. Là, au Kenya aussi, on a trouvé des partenaires régionaux. On travaille avec la société Kengen, qui a créé dans cette région-là, à Olkaria, un énorme pôle de production électrique sur de la géothermie. Et comme souvent, le réseau de distribution n'est pas abouti. Aujourd'hui, il y a 6 centrales géothermiques qui travaillent dans cette région-là. Et en gros, il y a l'utilité actuellement et les réseaux suffisants pour 2 centrales et demie. Donc on a de la marge. On a capacité là aussi à installer un gros mining jusqu'à 120 mégawatts. Donc c'est vraiment énorme. On est obligé de leur dire, là, cette année, en 2022, on va mettre que 20 mégawatts, parce que 20 mégawatts, c'est 20 conteneurs. C'est déjà une véritable fortune en termes d'investissement. Voilà. Mais donc ce pays-là, le Kenya, devient une cible aussi garantie pour nous. Ça y est, on a nos accords qui sont certains. Donc on attend de pouvoir y aller assez vite. Les transformateurs sont en commande. Ça peut avancer relativement vite. On pense qu'on y sera au mois d'avril ou au mois de mai au plus tard. Vous voyez les fameux outils de géothermie. Il y a un potentiel fou. Il pourrait créer, d'après ce que me dit le patron de Kengen, il pourrait créer 40, 50 centrales géothermiques ici. Il y a un potentiel énergétique qui est incroyable. Parce qu'on ne manque pas d'énergie, comme l'a dit Philippe, on ne manque pas d'énergie dans le monde. Il y a de l'énergie verte. Si on voulait l'exploiter, elle est là, elle est présente. Il y a de quoi alimenter plusieurs planètes. Mais ce n'est pas au bon endroit. Et c'est souvent comme ça, on a des capacités de produire de l'énergie à un endroit qui est totalement isolé et il n'y a pas de ville à proximité à alimenter. Donc ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas, comme l'a dit Philippe, on ne sait pas stocker l'électricité ou très mal à des gros niveaux. Et la transporter coûte cher, les réseaux coûtent très cher. Et puis au bout d'une certaine distance, ce n'est pas très efficace. Mais je parlais il y a une quinzaine de jours avec un ingénieur dont le métier est de prospecter le monde entier pour aller chercher de la puissance géothermique. Et il me disait, c'est hyper frustrant comme métier parce que je trouve des sites incroyablement prometteurs. Et puis on sait qu'on ne fera rien parce que c'est des sites qui sont trop isolés des grands centres urbains. Voilà pour ce qui est de la géothermie du Kenya et de cet énorme potentiel électrique qui n'est pas suffisamment utilisé. On parle souvent de 100 mégawatts avec le patron de Kengen. Là. 100 mégawatts, c'est plus de 20 millions d'électricité par an qu'on va leur donner tous les ans. Quand je lui ai dit ce chiffre, il est tombé de sa chaise. C'est de l'argent qui leur fait défaut aujourd'hui. Ils ont beaucoup de mal à créer les réseaux parce qu'ils n'ont pas de fonds. Ils sont toujours en attente de subventions internationales, de l'ONU, de l'Union européenne, de privés aussi, souvent de fondations. Là, ils vont pouvoir se passer de ces dons du monde. Ils vont pouvoir être autonomes avec ces 20 millions supplémentaires qui leur tomberont en fin d'année. Enfin, qui leur tomberont tous les mois d'ailleurs. L'avantage aussi du client mineur, c'est que le client mineur paye. Le client mineur est captif, il est sur les centrales. Donc c'est un très bon client. S'il ne paye pas, ses équipements lui sont confisqués tout simplement. Donc on a un bon client pour les électriciens. Ils commencent dans le monde entier à réaliser ça. On part à Saratov, en Russie. Et là, on part sur une technologie totalement différente. On ne travaille pas sur les surplus de renouvelables, géothermie ou hydroélectricité. On travaille sur le flare gas. Alors ceux qui me suivent régulièrement savent que j'en parle depuis un petit moment, parce que ce projet-là, aussi qui est mené par Théophile, c'est lui qui a trouvé ce projet. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Ça a nécessité un effort intellectuel important parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances suffisantes pour ce type d'activité. Donc le flare gaz, c'est quoi? C'est les gaz de torchère. Et il y en a plein. Ça regorge sur 5 continents, les gaz de torchère, c'est l'exploitation pétrolière. On extrait du pétrole, on trouve des nappes de gaz et il faut évacuer ce gaz. Donc la solution la plus simple, très souvent, c'est juste de mettre une torchère et de brûler ce gaz. Si on regarde sur Wikipédia, on verra que les organisations écologistes dénoncent cette utilisation des torchères parce que si le gaz est brûlé, ça crée du CO2. OK.
Mais ce gaz-là qui sort des puits pétroliers est extrêmement délétère. C'est un véritable poison, hein. C'est à base de méthane pour l'essentiel, mais pas que. Et c'est mal brûlé dans les torchères. Si on regarde toujours sur Wikipédia, il vous parle de 96 à 98% d'efficacité de la combustion. Mais ça, c'est s'il n'y a pas de vent. Et c'est les chiffres qui sont donnés par les pétroliers, hein. Ce n'est pas les chiffres constatés par des études indépendantes, ça n'existe pas. Par grand vent, il y a un moment, on le voit là sur la vidéo, par grand vent, les torchères, eh ben, elles ne brûlent pas du tout 98% du gaz, elles brûlent 50% du gaz. Et il y a 50% de ce méthane et de ce gaz extrêmement polluant, très délétère, qui part dans l'atmosphère. Et c'est comme ça depuis des dizaines d'années, partout dans le monde. C'est la plus grosse pollution qui puisse exister, hein. Le transport aérien à côté, c'est une petite blague. Et personne n'en parle parce qu'il n'y a pas trop de solutions. Économiquement, c'est souvent compliqué de traiter ce gaz pour en faire autre chose, même si beaucoup de pétroliers s'y mettent. Une technique qu'ils ont trouvée qui est très efficace, c'est transformer ce gaz, le nettoyer, le transformer en électricité et injecter cette électricité sur les réseaux. Vendre ça aux compagnies nationales d'électricité, à vil prix, peu importe. En tout cas, ça évite de prendre des amendes des organisations internationales parce qu'elles sont pénalisées pour utiliser ces torchères. Et donc, ça fonctionne quand il y a un réseau. Mais comme souvent, sur les exploitations pétrolières, il n'y a pas de réseau électrique à proximité parce que c'est des régions totalement perdues. Vous voyez une plateforme de forage en mer du Nord, vous ne risquez pas de réinjecter l'électricité sur le réseau, il est sur les côtes, il est très très loin. Donc la solution du mining, c'est de faire la même chose, hein, c'est-à-dire de mettre des génératrices qui vont transformer ce gaz, le nettoyer et l'utiliser pour faire de l'électricité. Et cette électricité, forcément, elle alimente nos conteneurs et on fait du mining dessus. C'est une solution qui économiquement tient la route, qui permet aux pétroliers d'enfin dépolluer leur production, de ne plus payer les amendes. Donc ils s'en foutent un peu de la pollution, mais en tout cas le fait qu'ils payent plus les amendes, pour certains, mais en tout cas le fait qu'ils payent plus les amendes, on les convainc assez facilement de l'intérêt de cette solution-là. Et là, c'est ce qui se passe sur ce site-là, hein. On a jusqu'à 35 MW, l'équivalent de 37 MW de puissance installée en gaz. Et bon, c'est énorme. Et c'est qu'un début, parce que des chantiers comme ça, on en a partout. On en a identifié plusieurs. C'est une compétence technique que peu de gens ont. On a 2 confrères aux États-Unis et au Canada qui savent faire ça. Ils s'occupent de l'Amérique actuellement. Nous, on a toute l'Europe, l'Afrique et toute l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, pour pouvoir travailler. Donc on a très très fort développement possible dans ce domaine-là du flare gaz. Et là, c'est vachement encore plus vertueux que de juste racheter de l'électricité perdue, parce que évidemment, ça a du sens de racheter de l'électricité perdue à des sociétés d'électricité dont la mission est d'amener l'électricité aux populations, hein. C'est de leur amener la lumière. Et bon, nous, on ne se rend pas compte de ce que c'est que ce confort que d'avoir l'électricité. Mais au Congo, par exemple, le pays dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 8% de la population qui a l'électricité chez elle. Et au global, dans le monde, c'est 1 personne sur 10 qui n'a pas l'électricité. Et toutes dans les mêmes pays, hein. Donc, leur acheter de l'électricité à ces compagnies pour qu'elles puissent développer leur réseau et amener l'électricité aux populations, ça a du sens. Mais d'éteindre les torchères, waouh, c'est beaucoup plus fort en termes d'impact écologique positif. Alors évidemment, vous le savez, hein, ça m'énerve beaucoup quand j'entends les attaques anti-Bitcoin, comme quoi ça serait une menace écologique, parce que c'est tellement tout le contraire. C'est tellement tout le contraire. Cette industrie, c'est la toute première qui peut arriver comme ça et dire aux électriciens, on est en capacité de racheter votre extra capacity. Ils le découvrent souvent avec beaucoup de doutes, hein. Encore une fois, ce qui les retient, c'est la solidité du Bitcoin et le fait qu'il n'est pas encore intégré comme un asset solide. Mais en termes d'équilibrage des réseaux électriques, de l'offre et de la demande, c'est une opportunité incroyable pour eux. Ils le découvrent et ils se disent « Waouh, mais comment ça se fait? On ne savait pas ça plus tôt ?» Et il y a un électricien, enfin un patron d'une compagnie d'énergie qui l'année dernière, ou fin 2020, Monsieur Roque, c'est le patron de Hacker en Norvège, c'est aussi le milliardaire le plus riche de Norvège, ce qui le rend un peu populaire et du coup sa parole est écoutée dans son pays, mais chez les électriciens du monde entier. Et lui, il a fait une lettre à ses actionnaires pour dire qu'ils investissaient dans le Bitcoin en 2021 pour leur trésorerie, mais surtout qu'ils allaient s'intéresser au mining. Et il a trouvé 2 formules que je n'avais pas trouvées moi-même, que je cherchais depuis longtemps. Il a dit que le Bitcoin était une batterie économique pour les électriciens green. Et il a dit aussi que c'était le maillon manquant à la transition énergétique. Et pour un énergéticien comme lui, qui font tout, hein, ils font du pétrole, du charbon, ils font des centrales hydroélectriques, ils font des centrales gaz, vraiment, ils font de l'exploitation pétrolière, ils font beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien. Donc voilà, ce sont des généralistes et eux ont compris l'intérêt du mining et tous les électriciens sont en train de le comprendre dans le monde entier. On change de pays.
Sultanat d'Oman. Ah, c'est un projet encore complètement différent. C'est un projet de Green City qui est monté par l'État d'Oman avec des entreprises, enfin une entreprise spécialisée dans l'énergie, l'électricité. Et le responsable de ce projet, c'est un Français, on a de la chance, Olivier, et c'est un ami de Théophile, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a été choisi, enfin en tout cas, on est le consultant pour mining pour ce projet. Donc on pense que, évidemment, on sera les premiers à pouvoir y mettre nos containers, hein, même si on partage avec des confrères. Parce que là, c'est tellement énorme qu'on ne pourra pas tout prendre. Hein. 400 mégawatts, c'est certain. Donc là, on est sur du flare gas aussi, et sur du solaire. Il prévoit de faire 15 km² de panneaux solaires à cet endroit-là. Il prévoit aussi de refroidir la ville avec l'eau froide. Il y a une faille énorme là, sur le coin qu'on a vu en zoom. Il y a une faille qui descend extrêmement profond et où on a de l'eau qui est glaciale. Et donc, ils comptent utiliser ce refroidissement pour refroidir la ville. Vous savez, à Oman, il fait chaud. Bon, c'est un projet technique très, très complet, très complexe. Voilà, nous, on travaille dessus et ça peut sortir dès la fin de ce quadrimestre. Donc ça, c'est un chantier qui nous tient à cœur parce que là aussi, on va monter en compétences techniques et c'est extrêmement ambitieux et on n'est pas qu'un peu fiers d'avoir été choisis pour être les leaders de ce projet-là en termes de mining. Ça va jusqu'à 400 mégawatts, hein, donc c'est vraiment énorme. Énorme, on a un demi-réacteur nucléaire, rien qu'ici à Oman, qui est disponible pour faire du mining. Alors là, on est au Kazakhstan. Alors ce soir, pour représenter le Kazakhstan, on a notre avocat, qui est ici, Vladimir Schuster. C'est un pays qu'on connaît bien. Là, on y a été dès 2018. On y a pas mal souffert dans ce pays. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Déjà, on commence à avoir le bon avocat, parce que Vladimir, ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui et ça nous a changé la vie. Avant, on n'avait pas les bons interlocuteurs, ça c'est certain. Et puis, c'est un pays qui s'est compliqué. Quand on était arrivé en 2018, on était tout seul. Hein. On était les seuls mineurs étrangers avec Bitfury. Et puis, ça s'est su qu'on arrivait à obtenir des conditions d'électricité peu chères. Et nous, au départ, on était sur des centrales hydroélectriques avec des surplus. Et puis très vite, les autres mineurs sont arrivés. Ils ont pris tout le charbon et le gaz qu'ils ont pu trouver. Donc c'est un pays où il y a une forte compétition minière. Et c'est un pays qui nous intéresse moins. Mais malgré ça, on est dans le pays depuis suffisamment longtemps et on a suffisamment de connexions pour avoir des bons plans. Et là, on est sur un plan sur de l'hydroélectricité qu'on va peut-être réaliser, peut-être pas. Parce qu'on a fait notre demande de statut de mineur blanc. C'est que au Kazakhstan, il y a un statut officiel maintenant pour les mineurs qui est donné par le ministère de l'Énergie. Il y a actuellement 54 mineurs blancs. Et on veut être le 55e et on a notre dossier en attente. Et on espère bien l'avoir. Hein, Théophile, hein, ça devrait arriver. Donc on ne renonce pas au Kazakhstan, même si ce n'est pas un pays qui est le plus important pour nous aujourd'hui. On y a nos bases. On a déjà plus d'1 mégawatt qui travaille là-bas. Et donc on va y rester. Hein. On a connu les événements récents qui n'ont absolument pas touché la plupart des fermes, même si on a eu plus d'Internet pendant 4 jours. Bon, voilà, le Kazakhstan, on y reste présent et on espère bien pouvoir s'y développer, même si c'est moins prégnant pour nous aujourd'hui, parce qu'évidemment, vous l'avez vu, on a plein d'autres projets. Donc voilà, vous l'avez compris, pour nous, cette industrie est une industrie qui devient très importante dans le monde de 2022. C'est une industrie qui est de plus en plus reconnue par les gouvernements comme quelque chose d'utile. Donc pour nous, c'est une industrie extrêmement vertueuse, une industrie propre. Maintenant, pour vous, investisseurs, hein, l'important, c'est de savoir si c'est une industrie qui est valable. Là, on va attaquer la deuxième partie. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi cette industrie-là est très différente de ce qu'on connaît dans le monde traditionnel. Elle a 2 avantages, elle a 2 particularités qui font que pour nous, c'est l'industrie la plus sûre, l'industrie la plus tranquille, la plus pépère. Ça vous paraît bizarre parce que l'actif, on le sait, connaît une volatilité importante, mais on s'en fout. Nous, vous voyez, là, actuellement, on voit le cours baisser. On est hyper content parce qu'on va pouvoir acheter des machines moins chères. Donc, quand on est mineur, quand ça monte, on est content. Et quand ça baisse, on est hyper content parce qu'on a accès à des stocks beaucoup moins chers. Là, du coup, je vois pas bien. Alors, on pourrait se contenter, pour vous dire que c'est une activité valable, de regarder ce tableau. Hein. Là, c'est le revenu par an des mineurs et vous voyez qu'il progresse. Le revenu des mineurs, malgré les halving qui fait que la récompense en bitcoin diminue tous les ans, en dollars, ça augmente énormément pour les mineurs. Mais alors, c'est pas ça qui nous fait dire que c'est solide et que c'est l'industrie la plus sûre. C'est le fait que dans cette industrie-là, quand on a son parc, son outillage, il n'y a pas de problème de débouchés. C'est-à-dire qu'on a 100% de débouchés assurés. J'explique. On a vu les centrales hydroélectriques, par exemple, ou une centrale électrique même nucléaire. Hein. Vous avez une capacité de production, une puissance installée de 100 MW, par exemple.
Ben, c'est pas pour ça que vous allez produire 100 MWh. Peut-être que vous aurez qu'une turbine sur 2 qui va tourner, ou 2 sur 5. En tous les cas, la puissance installée n'est pas proportionnée à l'utilisation que vous allez en avoir. Pas forcément. Il y a des critères économiques qui feront qu'elle ne tournera peut-être pas à fond. Dans le mining, que vous installiez 100 machines, 1000 machines, 10 000 machines ou 100 000 machines, le réseau Bitcoin utilise cette puissance de calcul et nous garantit qu'elles vont servir à quelque chose, ces machines. Ça n'existe pas ailleurs. Hein. J'ai cherché. Hein. Ça fait 4 jours que j'essaie de trouver des contre-exemples dans l'industrie réelle. Si vous en trouvez d'ici la fin de la présentation, n'hésitez pas dans les questions à me le dire. J'en ai pas trouvé. Donc cette certitude du débouché, ça change tout pour un industriel. C'est juste fou de s'imaginer autant que je puisse produire, c'est-à-dire autant que je puisse acheter de machines, je suis sûr de pouvoir les connecter. Et je suis sûr qu'elles auront la même récompense que les autres sur le marché. Et ça, c'est une particularité aussi, c'est-à-dire que c'est les machines qui se bagarrent entre elles. Et il n'y a pas de prime au premier entrant, il n'y a pas de prime de réputation, il n'y a pas de connivence, il n'y a pas de bakchiche, il n'y a pas moyen de prendre l'avantage par rapport aux autres machines parce qu'on aurait une expertise ou on aurait plus de moyens que les autres. C'est la même chose pour nous qui démarrons depuis 5 ans que pour le mineur qui est là depuis 10 ans. Et le prochain qui arrive dans 6 mois va avoir la même chance avec chacune de ces machines de générer du Bitcoin que nous. Donc c'est une industrie qui en ça est hyper intéressante. Et puis la deuxième caractéristique qui fait que pour nous, on est certain de pouvoir durer ad vitam aeternam dans cet écosystème, c'est la règle que mon ami Richard Détente a appelée, comment tu appelles ça, la règle du dernier survivant. Et il va venir nous l'expliquer lui-même parce que c'est lui qui l'a conceptualisé et ça vaut la peine de l'entendre sur ce sujet-là. Merci Richard. Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai un média, plusieurs médias, Grand Angle, Echo et Grand Angle Crypto. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec Sébastien depuis 6 mois, 1 an. Et ce qu'on a remarqué tous les deux, c'est que l'industrie du mining est particulière en elle-même. Tout à l'heure, je voyais sur la présentation de Philippe qu'on pouvait miner un Bitcoin à 20 000 $. Alors j'imagine que c'est une moyenne dans le temps, etc. Mais ce qu'il faut comprendre pour vraiment s'approprier le business model, c'est qu'il faut comprendre les dynamiques qui font qu'il y a des gagnants et des perdants dans le mining. Et pour ça, on a réalisé une vidéo justement avec des infographies qui vous expliquent pourquoi Sébastien est content quand ça monte et pourquoi il est content quand ça baisse. Parce qu'il a un positionnement très particulier avec BBGS qui fait que justement, il est parmi les derniers survivants. Et c'est ça justement qu'on vous présente dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, on en parlera tout à l'heure. Un mineur gagne sa vie en mettant à disposition du réseau une puissance de calcul spécifique afin de sécuriser le réseau Bitcoin et permettre son fonctionnement. Pour rémunérer les mineurs, le protocole Bitcoin émet de nouveaux Bitcoins en récompense du travail fourni et fait payer des frais de transaction en Bitcoin aux utilisateurs du réseau. Pour faire du minage, si on se met du point de vue du mineur, côté charge, il vous faut des machines spécifiques, de l'électricité pour les faire tourner, des infrastructures, conteneurs, transformateurs, etc. et une main-d'œuvre limitée. Ensuite, du côté des gains, votre chiffre d'affaires est intrinsèquement lié à la puissance de calcul que vous possédez par rapport à l'ensemble du réseau et au prix du Bitcoin. Si vous avez 1% de la puissance totale, ce qui est déjà beaucoup, vous recevrez 1% des bitcoins générés et des frais prélevés. Vos gains dépendent donc de votre puissance de calcul et du prix de revente des bitcoins. L'industrie du minage, c'est 900 bitcoins minés chaque jour aujourd'hui. À terme, BBGS prévoit d'en miner une 50aine et de devenir le premier mineur mondial sur les surplus énergétiques verts. Pour modéliser ce business, on peut classer les mineurs en fonction de leur structure de coût, plus elle est faible, plus la rentabilité est élevée, et en fonction de leur potentiel de développement. Plus il est élevé, plus le business du mineur peut monter en puissance à l'avenir. Lorsque le prix du Bitcoin monte, la récompense augmente donc pour chaque bloc, et cela attire de nouveaux mineurs. On voit alors apparaître des producteurs d'énergie qui commencent à acheter des machines pour miner sur leur propre surplus de production dont ils disposent gratuitement. Leur structure de coût est faible. Par contre, leur potentiel de développement dans le mining est faible également car ils n'ont pas vocation à se développer au-delà des capacités qu'ils ont en gestion. C'est ce que j'appelle le modèle du rentier.
Ensuite, il y a des mineurs qui bénéficient de tarifs préférentiels de par leur activité industrielle traditionnelle qui commencent à miner sur leur surplus de puissance disponible. Par exemple, cela peut être une scierie ou une cimenterie qui n'utilise pas l'intégralité de son tarif jaune en France par exemple. La structure de coût est donc moyenne dans les 7 à 10 centimes de dollars et leur potentiel de développement est d'autant plus faible que leur activité de minage rentre en concurrence avec les besoins de la population. Souvent, les producteurs d'énergie font donc la chasse à ces activités pour les fermer. Ensuite, viennent les groupements de minage sur des surplus d'énergie fossile. Leur structure de coût est moyenne et elle a vocation à se dégrader en fonction des réglementations sur le carbone et de la hausse des prix des énergies fossiles que l'on attend. Leur potentiel de développement est potentiellement élevé, certes à court terme, mais très faible à long terme pour les mêmes raisons, la chasse aux énergies fossiles. Enfin, il y a tous les particuliers qui minent chez eux dans leur garage. Leur structure de coût est affreuse et leur potentiel de développement peut être élevé à court terme, mais très faible sur le long terme car les fournisseurs d'énergie leur font également la chasse. Enfin, il y a BBGS qui se veut être un mineur professionnel exclusivement sur les surplus d'énergie verte, inexploitables autrement qu'avec du mining. Comme ces surplus sont inexploitables pour d'autres usages, la structure de coût est très basse. Quant au potentiel de développement, il est immense car ce mining-là résout des problèmes économiques, comme dans le parc des Virunga, mais aussi des problématiques environnementales comme éteindre des torchères pétrolières au beau milieu de nulle part. C'est pour ça que nous pensons que BBGS peut prendre le leadership mondial sur le mining sur des énergies vertes, donc le seul mining politiquement et économiquement acceptable. La structure de coût évoluera légèrement à la hausse, car les premières affaires de BBGS ont été particulièrement bien négociées dans le contexte du marché baissier de 2018 et d'une absence de concurrence sur de nombreux pays comme le Congo. C'est une des bonnes raisons pour investir aujourd'hui. Maintenant, regardons comment évolue cette matrice en phase de marché haussier du Bitcoin. Dans ces phases de hausse, tout le monde pense être un génie puisqu'il y a toujours plus d'argent pour toujours plus de joueurs. Vous connaissez tous la magie des marchés haussiers, ces périodes où les nouveaux entrants supportent sans broncher des coûts de production de plus en plus élevés. Les nouveaux mineurs s'installent dans des endroits cosy, plus accessibles, où l'électricité est plus chère. Ils ne reculent pas devant l'achat de machines de mining à des prix exorbitants, car oui, les fabricants profitent de ces périodes de hausse pour adapter leur prix à la valeur de court terme du Bitcoin. Par exemple, un ASIC S19 coûte probablement dans les 800 $ à produire, mais il s'échange actuellement aux alentours de 10 000 $ car les fabricants prennent en compte la rentabilité à court terme du minage. Ces nouveaux mineurs acceptent également de payer des salaires plus élevés. Les structures de coûts des derniers entrants augmentent parallèlement avec le prix de Bitcoin car tout est facile quand le Bitcoin monte. Mais après l'été vient l'hiver du marché baissier. Là, c'est le phénomène inverse qui s'amorce. Les récompenses diminuent et ceux qui supportent les structures de coûts les plus élevées doivent éteindre leurs machines en premier. Dans l'ordre, déclarent d'abord forfait, ceux qui payaient l'électricité la plus chère, puis ceux ayant acheté leur machine à crédit. La purge va d'abord toucher les projets de type morné comme on l'a vu dans la matrice, comme les mineurs proches des grands centres urbains. Dans les pays occidentaux, ces mineurs payent jusqu'à 20 centimes de dollars le kilowattheure. Puis, le mouvement s'étend à des pays dont l'électricité est réputée pourtant bon marché. Progressivement, il devient non rentable de miner avec une électricité à 15 centimes, puis 10 centimes, puis 7 centimes de dollars. Ce sont les fausses bonnes idées qui sont progressivement éliminées. De son expérience du marché baissier de 2018, qu'il a vécu sur le terrain, Sébastien Gouspillou a conclu que seules les fermes de minage disposant d'un prix de l'électricité inférieur à 6 centimes de dollars pouvaient survivre aisément. Toujours selon ces informations, les concurrents de BBGS ne minent pas en dessous de 5 centimes du dollar sur un mix fossile renouvelable. Rappelez-vous que le business model du minage sur le fossile va être fortement élagué dans les années à venir par la réglementation et la hausse attendue des prix des énergies fossiles. À la fin de l'histoire, les seuls survivants à l'avenir et a fortiori en cas de marché baissier seront les mineurs de type rentier et de type pépite dont BBGS fait partie. Alors pourquoi investir dans Big Block Green Services aujourd'hui ?
Parce qu'en moyenne, la société mine ses bitcoins à 4 centimes de dollars le kilowattheure. C'est incroyable, et cela positionne BBGS haut dans le classement des derniers survivants, juste après les producteurs d'énergie qui n'ont pas de potentiel de développement élevé sur le mining, puisque ce sont des rentiers. Et si BBGS est profitable face à la hausse des prix des énergies fossiles, qu'il est favorablement exposé à la réglementation contre les émissions de carbone et qu'il est capable de prospérer pendant les marchés baissiers, je vous laisse imaginer ce qui se passe pendant les marchés haussiers. Eh oui, c'est le jackpot. Et ça, pour 3 raisons. Premièrement, les bitcoins de BBGS minés pendant le marché baissier voient leur valeur exploser. Parce qu'on le sait tous, les hausses de bitcoin sont exponentielles en marché haussier. Deuxièmement, la concurrence reste faible en sortie de marché. Le minage est une activité industrielle et il faut du temps à la concurrence pour revenir. Pendant tout ce temps, BBGS profite d'une position forte sur la part des récompenses gagnées. Il est le dernier à capter la valeur et le premier à s'enrichir. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Enfin, dernière raison, BBGS investit constamment dans son parc de machines de mining. Grâce à son exposition internationale, elle profite de coûts d'achat très bas. Souvenez-vous, les fabricants de machines ajustent leur prix aux variations de Bitcoin. Les prix des ASIC sont aussi tirés vers le bas par la revente des machines des mineurs de type morné et fausses bonnes idées qui ont fait faillite car ils ont des coûts de structure trop élevés pour survivre au marché baissier. Pour toutes ces raisons, l'activité de mining offre un niveau de récompense disproportionné, jamais vu aux derniers survivants. Merci Richard, je la découvre, elle est super. C'est extrêmement convaincant. Non, je l'avais peut-être lu. Bon, en tout cas, elle était parfaite. J'espère qu'elle vous a plu. Richard pourra commenter à la fin. Il y a une séance questions-réponses. Si vous avez des questions spécifiques pour lui, évidemment, il ne faudra pas hésiter à les lui poser. Alors, vous voyez cette vision d'une industrie solide et une industrie importante aujourd'hui. Ben, on n'est pas les seuls à l'avoir, hein. La semaine dernière, il y a Intel qui a annoncé qu'ils allaient se lancer dans la fabrication de puces ASIC. Donc on n'est pas les seuls rêveurs à se dire que cette industrie-là a du sens, hein. Aujourd'hui, il y a d'énormes industriels qui rejoignent le mining, pas nous en particulier. On peut voir par exemple qu'aux États-Unis, aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord, il y a 6 compagnies minières qui sont cotées en bourse. Et c'est pas des petites cotations, hein. Bitfarms est à 800 millions de dollars. Et le plus gros d'entre eux est à plus de 3 milliards de dollars. Je crois que c'est Riot Mining. Donc ils sont 6. Hein. Il y a, je peux vous les citer. Mara, Riot Blockchain, Hive, Hut 8 et Bitfarms. Voilà, 800 millions de dollars chacun. Ben, on a de meilleurs prix d'électricité que tous ces gars-là. Et donc, si la règle du dernier survivant s'applique encore un jour, ce qui est fort probable, ben, ça sera nous. Ça ne sera pas eux. Parce qu'effectivement, ils payent leur électricité plutôt dans les 5 cents ou 6 cents, voire 7 cents. Pour le Canada, c'est le cas. Et puis les coûts de structure au Canada sont hyper importants, hein, parce que le gouvernement a imposé un nombre de salariés par mégawatt qui est un peu trop important. Et puis les salaires au Canada, évidemment, ne sont pas les mêmes que ceux du Kazakhstan ou du Congo. Donc oui, cette règle, elle existe, cette règle du dernier survivant, et on fait tout depuis 2018 pour être celui-là, parce qu'en 2018, on ne faisait pas partie des derniers survivants. Nos usines en France, on a dû les fermer parce qu'on n'était plus rentable à cause du bear market. Donc on a appris de cette erreur et on ne la fera plus. Ça, c'est certain. Donc vous l'avez vu, l'activité a pour effet d'amener de l'argent dans des pays où il y en a besoin, bien sûr, hein. Donc on participe du développement de ces pays, mais ça ne nous suffit pas. Il faut savoir que les propriétaires, les actionnaires de Big Block Green Service Asset Co vont reverser 1% de la production de leurs containers dans les différentes régions pour alimenter des projets éducatifs, sociaux dans ces régions-là. On veut que les populations pauvres aient accès au Bitcoin produit, pas uniquement à l'achat de l'électricité. Et pour 100 mégawatts, hein, je ne vous ai pas donné les chiffres, mais 100 mégawatts, si on fait le calcul aujourd'hui, là c'est 6200 Bitcoins produits à l'année. Donc si on leur en donne 1%, ça fait plus de 60 bitcoins. Donc je vous laisse faire le calcul, mais avec un bitcoin à 100 000 $, c'est plus facile. Et on a bon espoir que d'ici la fin de l'année, ce soit ce niveau-là de valorisation. Bref, on a plusieurs projets. Alors, on a déjà commencé à en identifier certains et à s'engager sur certains.
Voilà, donc on arrive au bout, hein, vous l'avez compris, le mining change la donne de la carte électrique mondiale. C'est vraiment une opportunité incroyable pour les électriciens. Ils la découvrent, cette opportunité. Ils commencent à la faire leur. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de demandes. Il n'y a pas une semaine maintenant qui se passe sans qu'on ait un contact avec un électricien d'un pays ou d'un ministère de l'énergie d'un pays qui nous contacte et qui nous dit ça y est, on est prêt, on a compris, on voudrait que vous veniez nous expliquer tout ça. Donc j'ai tout dit sur la conclusion. On a envie que vous veniez participer avec nous à cette aventure parce que c'est une sacrée aventure, hein, c'est la grosse aventure industrielle de ce siècle, à mon sens. Et on a beaucoup de choses à partager avec vous. On fait de très beaux rapports très régulièrement, tous les mois de notre activité. Et ça devient des vrais romans d'aventure. Donc on a hâte de vous voir arriver. Maintenant, prenons le temps de clarifier quelques points afin que vous compreniez bien pourquoi c'est réellement intéressant d'investir aujourd'hui dans BBGS Asset Co. Tout d'abord, qu'est-ce que le terme Asset Co signifie ? Dans le cas de BBGS Asset Co, la société est uniquement destinée à détenir les machines de minage et les infrastructures. La valeur de l'entreprise est donc toujours connue précisément à chaque instant puisqu'elle est constituée de la valeur des machines, des infrastructures et du cash qu'elle possède. Il ne s'agit donc pas d'investir son argent dans une start-up dont vous espérez que son cours de bourse explose grâce au talent de l'équipe dirigeante. Pour faire simple, acheter des parts de BBGS Asset Co revient à acheter du matériel de minage via une structure collective pour obtenir de meilleures conditions. Ensuite, les actifs de cette société seront gérés par la société BBGS détenue par Sébastien Gouspillou et ses associés. Pour cela, BBGS facture 15% des revenus de BBGS Asset Co afin d'assurer toute l'exploitation et la maintenance. BBGS aura également en charge de conclure des contrats avec tous les pays dont Sébastien vous a parlé. BBGS Asset Co sera le bras armé de BBGS en quelque sorte. Ok, mais combien peut-on espérer gagner avec cette structure ? Pour faire une estimation des gains potentiels, il faut faire des hypothèses sur l'évolution du prix du Bitcoin et sur l'évolution de la concurrence, car je rappelle que plus le nombre de mineurs augmente, plus les récompenses offertes sur le réseau diminuent pour chaque mineur. Donc, en admettant que toutes les machines soient achetées au prix actuel, que le prix moyen de l'électricité utilisée par BBGS Asset Co soit de 4 centimes de dollar, et en faisant l'hypothèse que la concurrence soit multipliée par environ 3 dans les 3 prochaines années, voici la rentabilité attendue sur 3 ans en fonction du prix du Bitcoin en 2025. Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez retenir que l'objectif de BBGS Asset Co est de miner des bitcoins pour environ 10 000 à 12 000 dollars dans les conditions actuelles alors que le bitcoin s'échange aujourd'hui à environ 45 000 dollars. Donc, en gros, compte tenu du business model de BBGS et BBGS Asset Co, vous n'êtes pas censé perdre de l'argent si Bitcoin retombe à 20 000 dollars d'ici 2025. Par contre, s'il est au-dessus de ce seuil critique, c'est le jackpot. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, si Bitcoin est à 50 000 dollars dans 3 ans, ce qui est relativement conservateur à mon avis, vous aurez doublé votre investissement de départ. Pas mal, non ? On verra bien si les équipes de BBGS ont été plutôt optimistes ou plutôt conservateurs. Mais voilà 2 façons de se représenter le retour sur investissement de BBGS Asset Co. Enfin, dernier point important, pourquoi prendre des parts maintenant plutôt que d'attendre pour rentrer plus tard ? Comme vous l'avez compris, les futurs entrants dans la structure bénéficieront des mêmes conditions puisque la valeur de la société est toujours comptablement connue. Maintenant, il est quand même à notre avis avantageux de saisir l'opportunité lors de cette première levée de fonds et cela pour 2 raisons principales. La première est que la concurrence arrive vite sur Bitcoin et qu'il est possible que les conditions futures de marché soient moins bonnes. Comme vous le voyez sur ce graphique, la concurrence sur le minage augmente structurellement sur le réseau Bitcoin. Le seul gros trou dans cette progression en 2021 s'est produit à l'occasion de ce que l'on a appelé le China Ban, qui a obligé une grosse part du mining chinois qui représentait plus de 60% de la puissance mondiale du réseau à aller se relocaliser ailleurs. Avec seulement 1 an de recul, on a même l'impression que cela n'a même pas ralenti la tendance de long terme. Il vaut donc mieux miner aujourd'hui si la concurrence continue d'augmenter. Ensuite, deuxième raison, les investisseurs qui investissent aujourd'hui bénéficieront de meilleures conditions pour pouvoir cash out, c'est-à-dire retirer leur investissement. À la base, une période de lock-up, à savoir de blocage de 3 ans est prévue pour tout investisseur qui rentre dans BBGS Asset Co car cela correspond à la durée d'amortissement comptable des machines. Eh bien, les premiers investisseurs bénéficieront de plus de souplesse pour commencer à toucher des revenus avant cette période, dès la fin de la première année.
Merci, merci. Mais évidemment, tout ça n'aurait pas été possible avec que moi, hein, parce que moi, je suis un homme du marketing et du management. Mais tout ça, l'électricité, la technique, les mégawatts, le mining, les machines, c'est pas mon truc. Et donc, évidemment, je vais demander à mes associés de venir. Adrien, Jean-François, Thomas, les 3 ingénieurs de l'entreprise. Les 3 historiques. Vous voulez parler? Tu veux parler? Merci Sébastien pour cette présentation et pour nous rendre aussi ce petit hommage, même si nous, on est plutôt les gars de l'ombre hein, dans la technique. C'est vrai que c'est Sébastien, le grand leader, celui qui a les idées et tout ça. Et nous, on est fiers de participer à cette aventure, à intellectuellement se dépasser à chaque fois qu'on adresse un nouveau site. Et on est aussi très fiers de vous avoir ce soir. C'est un très grand honneur et merci beaucoup. Merci. Alors, Théophile va nous rejoindre aussi. Théophile, bien sûr, il est hyper important pour notre développement. On est hyper fiers qu'il nous ait rejoints et qu'il nous ait fait confiance. Patrick Bernier, qui s'occupe du développement en Afrique aujourd'hui. Et nos 2 Belges de l'étape qui développent pour nous en Afrique beaucoup, Laurent et Hugues. Venez sur scène, s'il vous plaît. Alors là, il y a une belle brochette de gens hyper intelligents qui comprennent la technique et tout ça. Moi, je suis hyper admiratif. Hein. Sans eux, on n'arriverait à rien de tout ça. Bon, bah, on se complète et on fait comme on peut, on avance et on avance certainement. Et on a beaucoup de confiance qui nous unit, une grosse amitié et ça marche pas mal. Merci à tous, on a fini pour ce soir. Allô, allô. Philippe va me rejoindre pour les questions-réponses. On est à votre disposition. On les attend. Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle? Allez, le plus dur, c'est la première question. Ah ben voilà, Oui, c'est Yorick qui s'y colle. bonsoir. Top. C'est Yorick de Montbine. Merci de te lever, Yorick. J'ai une petite question très simple sur la Russie. Mais peut-être d'abord un petit mot aussi pour féliciter l'équipe parce que c'est une série de magnifiques projets. Moi, je suis vraiment très épaté par tout ce que j'ai vu. Le minage a mauvaise réputation. Le minage de Bitcoin a encore mauvaise réputation. On dit toujours que le Bitcoin utilise trop d'énergie. Moi, j'espère qu'il va en utiliser de plus en plus parce que ça voudra dire que mes Bitcoins seront plus sécurisés. Et donc, quand je vois vos projets, je suis ravi. Et en plus, évidemment, c'est de l'énergie qui n'est volée à personne. Et c'est de l'énergie qui est de plus en plus verte. Et donc, ces projets ont tout pour être enthousiasmants. Alors, cela dit, il y a quand même, ce sont des pays compliqués. Et ma question porte sur l'un d'eux, qui défraye la chronique en ce moment, qui est la Russie. On a des échos un peu contradictoires de ce que veulent les autorités russes en matière de crypto. Récemment, je crois que c'est la Banque centrale qui a dit que les cryptos c'était très vilain. Au début de la semaine. Et ensuite, Poutine et peut-être le ministre de l'économie a dit mais si, les cryptos c'est bien, il faut s'y intéresser. Alors les Russes sont quand même très doués pour entretenir l'ambiguïté, pour en jouer. Ils le prouvent régulièrement. Comment vous interprétez ces messages contradictoires? Comment vous gérez cette ambiguïté? Comment vous voyez la situation en Russie? Bon, on ne se laisse pas impressionner par le fun, hein, on a l'habitude. Là, en l'occurrence, quand la nouvelle russe est tombée, parce que la semaine dernière, c'était la Russie va interdire le mining en Sibérie. C'est ça la nouvelle. Et Philippe m'a envoyé l'article. Et j'ai répondu à Philippe immédiatement. Je lui ai dit, tant que Poutine sera président et sera vivant dans ce pays avec de l'influence, le mining ne sera pas interdit. Pour nous, c'est une évidence. Hein. Ce projet à Saratov, c'est un projet d'État. Hein. C'est un projet qui est totalement officiel. Pour Poutine, qui a un ministre de l'énergie qui lui dit les mineurs sont extrêmement hostiles aujourd'hui à l'équilibre électrique de la Russie, c'est sûr qu'il ne va pas couper le mining. C'était pour nous une évidence. Et tu remarqueras, Yorick, qu'il y a une dizaine de pays, voire 11 pays, qui ont pris des mesures hyper sévères contre l'échange et la possession de Bitcoin. Notamment la Macédoine du Nord et tout ça. Je crois que c'est 11 pays où c'est quasiment interdit. Il n'y a pas un seul pays qui a interdit le mining. Si, le Kosovo, il y a 15 jours.
Et ils n'ont pas eu tort de l'interdire parce que le Kosovo ne produit pas d'électricité, hein, ou très peu. Ils achètent de l'électricité à l'étranger et essentiellement sur du charbon. Donc que le président du Kosovo ait dit stop les mineurs, c'était cohérent. Mais à part ça, dans le monde, même les pays qui ont dit Bitcoin, c'est très 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 sale parce qu'ils se sont laissés guider par leur banque centrale, mais ils continuent à miner, hein, ils se laissent la possibilité de miner. Même la Chine, qui nous a fait un gros show, on bannit le mining, continue à miner. On estime qu'il y a entre 15 et 20% des mineurs chinois qui sont restés dans le pays, qui minent toujours, parce que ça a tellement de sens. On l'a vu l'année dernière, hein, il y a des dizaines de centrales hydroélectriques qui sont retrouvées à la limite du dépôt de bilan, en cessation de paiement et tout ça, parce qu'on leur avait enlevé cette clientèle du mineur. Et eux, ils ne voulaient pas qu'on leur enlève parce qu'ils en avaient vraiment besoin, ils sont sur des extra-capacités. Donc il y a une discussion qui se fait actuellement en Chine et le mining va y revenir. On n'a pas perdu ce concurrent, hein, il est toujours là, il reviendra fort. Voilà pour le... Mais en tout cas, on ne se laisse jamais impressionner par les nouvelles comme ça qui sont mauvaises, parce qu'on ne connaît que ça depuis 2016, et on a l'habitude de les filtrer maintenant et de voir que souvent c'est juste un effet de manche des journalistes. Il y a un article du Monde là, qui dit que l'énorme coupure kazakh qui entraîne une coupure électrique dans toute la région est peut-être due au mining de Bitcoin. Quand on lit l'article, il n'y a pas une ligne qui justifie ce titre, mais c'est dans le titre. Voilà. Donc nous, ça nous passe au-dessus maintenant et on continue à avancer. Mais merci pour ta question, Yorick. Oui, bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais 3 questions différentes. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des opportunités de développement en Europe, à part, hormis la vision politique de la chose, qui va sans doute vous mettre des bâtons dans les roues, mais est-ce que techniquement et économiquement, il y a des opportunités en Europe ? Alors, est-ce qu'à terme, le développement des réseaux, donc j'entends bien que maintenant, il y a énormément d'opportunités dans les pays en voie de développement, mais est-ce qu'à terme, ça va rester le cas ? Et puis, est-ce que tu as jamais eu l'envie, ou en tout cas l'incitant, de centraliser ta production et donc de construire toi-même ta centrale électrique ? Est-ce que finalement, est-ce que là, il y a un potentiel développement, ou est-ce que le système ne fonctionne que sur les surplus et que jamais produire sa propre électricité pourrait être une option ? Merci beaucoup, parce que c'est 2 questions pointues. Pour l'Europe, oui, bien sûr, il y a du développement possible en Europe, et notamment en France, où on a un parc nucléaire. Micro, allô, si. On a un parc nucléaire qui est énorme en France, et évidemment, il y a de l'extra-capacité sur le nucléaire, hein. Il est conçu pour pouvoir répondre au pic, ce parc, et la plupart du temps, on n'est pas en pic. Donc, ça fait longtemps que j'essaie de convaincre le gouvernement français qu'on doit essayer le mining en France sur les centrales nucléaires, ça aurait beaucoup de sens. Il y a un électricien dans la salle qui tient à rester discret, mais il travaille pour un groupe, un très gros groupe français d'électricité. Voilà, lui, ça l'intéresse beaucoup. Son équipe travaille sur du mining. Ils ont des sites d'exploitation ailleurs qu'en France, bien sûr. Et on est en train d'essayer de réaliser un POC, c'est-à-dire mettre un conteneur sur une centrale hydroélectrique qu'ils ont. Ça reste secret parce que, comme ça a été dit, hein, il y a des bâtons dans les roues pour ces gens-là qui ont des initiatives comme celle-là en France et en Europe en général. Mais on a d'autres projets, notamment avec un électricien allemand actuellement qui lui aussi veut lancer des POC. On a vraiment des demandes de partout. On a une grosse demande en Espagne. Il y a John ici ce soir, qui est un mineur basque avec qui on travaille depuis longtemps, qui est un ami, qui lui vient d'installer des conteneurs en immersion cooling sur un énorme parc solaire au sud de l'Espagne. Donc il y a des projets en Europe et ça va venir, oui, bien sûr. Et donc fabriquer nous-mêmes des centrales pour miner, pour moi, c'est une aberration, quoi. Et souvent, on nous propose ça. Hein. Pourquoi vous n'achetez pas une centrale existante là ? Je dis, si elle est à vendre et qu'on ne fait plus que du minage là-dessus, ça n'a pas de sens. Il y a tellement d'extra-capacités, il y a tellement de compagnies d'électricité à les aider dans le monde que d'acheter une centrale pour miner nous, non. Pour moi, c'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Mais ça se fera certainement par d'autres. Merci. J'ai bien répondu à ta question ? Merci. Oui, dans les 20-30 ans, c'est certain, parce que comme l'a dit Philippe, on va avoir besoin de plus en plus de cette électricité décarbonée, cette électricité durable. On a tous l'espoir d'arriver à des méthodes comme la fusion nucléaire qui nous permettront de nous passer de toutes ces sources durables, mais on ne l'envisage pas avant 50 ou 60 ans. Donc il faut développer énormément l'hydro, la géothermie, le solaire. Et évidemment que là, ça laissera beaucoup d'opportunités au mining. Et le mining va beaucoup aider au développement de ces énergies renouvelables. C'est ce que disait Roque, donc le patron de Hacker. C'est le maillon manquant. Et là, maintenant, ce maillon manquant, il est identifié par les électriciens. Donc oui, il y a une profondeur de marché qui est énorme.
Merci. Il y a une question là sur la gauche, oui. Bonsoir, Jade Commer, Mélanion Capital. Écoute, moi je suis là, je te suis depuis longtemps et je voulais d'abord commencer par te féliciter encore une fois pour ce que tu fais. Moi je t'ai suivi sur le Virunga et là sur ce que j'ai vu ce soir, c'est vraiment fabuleux. Et, Merci. Et du coup, je pense qu'on partage tous ce sentiment et je me propose d'organiser un comité pour te donner la Légion d'honneur. J'ai regardé, il faut 50 signatures. Si tout le monde ce soir se joint, on peut y arriver et il C'est le bien mérite mérité. vraiment. Maintenant, Merci. Maintenant, ceci dit, j'ai quand même une question business. Donc, en fait, la question, c'est en diversifiant les risques, est-ce qu'on ne les augmente pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas plus sûr qu'il va y avoir un pays où il va y avoir un problème? Et du coup, techniquement, ça va augmenter tes coûts de kilowatt par rapport à d'autres producteurs. Je ne sais pas si c'est clair. Ben, je suis pas sûr, pardon. En fait, quand tu vas sur 10 pays risqués, tu as plus de chances qu'il y en ait un qui pète que si tu en es sur un. Et du coup, en diversifiant, quelque part, tu es sûr que tu augmentes ton risque qu'il y en a un où il va y avoir un incident ou des problèmes, quels qu'ils soient. Et du coup, ça fait que ton prix ajusté du risque augmente. Pigé. C'est comme pour les... C'est comme pour les ASIC. On dit à nos clients de ne pas acheter un seul ASIC parce que s'ils tombent en panne, ils n'ont plus rien. Et le temps qu'on le fasse réparer, souvent il faut renvoyer en Chine et tout, il ne peut ne plus produire pendant 6 mois. Donc on explique depuis longtemps aux clients que ça devient un sport de riche, il faut beaucoup d'ASIC pour diluer ce risque de panne, ce risque mécanique. Là, c'est un peu la même chose avec les différents sites. D'abord, on n'est pas que sur des sites dans des pays sensibles, parce qu'on est accueilli de manière extrêmement officielle dans les 3 premiers pays que j'ai cités. À Oman, on est dans une sécurité totale. Oman, c'est l'équivalent, c'est sûr, comme la Suisse par chez nous. Donc là aussi, on est protégé dans la mesure où on est accueilli par l'État. Et sur les autres pays, oui, il y a du danger, on en a conscience. Mais jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais fait voler de machines dans ces pays-là. On s'est sécurisé. C'est des pays qu'il faut connaître. Alors nous, on n'est pas des spécialistes de l'Afrique, mais nos partenaires le sont. C'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Laurent, il a vu son père créer son entreprise, donc il était tout petit qu'il connaissait déjà l'Afrique. Voilà, on se protège comme ça. Mais effectivement, la question est pertinente. Il ne faut pas que des pays extrêmement dangereux, sinon on est sûr d'en perdre un tous les ans, quoi. Et ça serait trop dangereux. C'est pour ça qu'il faut mixer. Richard veut dire un mot sur la diversification. Alors justement, moi là j'interviens en tant que financier investisseur parce que je suis totalement en conflit d'intérêts puisque je vais investir chez Sébastien. Et avec Didier Darcet notamment qui est là, qui travaille chez Gafcal Intelligent Software, donc des gens qui font de la gestion de portefeuille, la notion de risque d'un point de vue financier, elle est très liée à la décorrélation du risque. Et là je regarde Yves Chouefati qui est là aussi et qui gère un fonds qui s'appelle Tobam, des fonds Tobam. Et en réalité, plus vous avez de risques décorrélés les uns des autres, et plus vous êtes solide, d'autant plus que les rendements sont assez indécents, parce qu'on est sur une stratégie du dernier survivant. Donc si je dis n'importe quoi, vous avez 15% de rendement, vous avez 10 silos business qui sont décorrélés les uns des autres. S'il y en a un qui pète, pour une raison ou pour une autre, je m'en fiche, au final, vous avez perdu 10%. Vous allez mettre moins d'1 an à assurer vous-même votre risque. Donc en réalité, on peut même calculer un taux d'explosion, on va dire ça comme ça, sur un des silos. Et c'est beaucoup plus résilient que si vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Si le risque se matérialise, il est absolu. Parce que c'est votre business qui est englouti dans un trou noir. Et là, moi, j'aurais pas mis... Et c'est ça, en fait, la force, c'est de dire, on n'a même pas besoin de calculer, entre guillemets, en tant qu'investisseur, le risque par pays. Le plus important, c'est la décorrélation. Et là, globalement, quand j'entends parler du Kenya, du El Salvador, du Tadjikistan et de pays dont je ne savais même pas où ils étaient sur la carte, je sais que si ça pète au Kenya, ça ne pètera pas en Russie forcément. Je ne vois pas le lien de cause à effet. Donc c'est, au contraire, pour moi, c'est une propriété diversifiante, comme dirait Yves, qui fait oui de la tête, là, qui est au contraire très importante et très précieuse. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Marc Delpierre, pilote de course, donc ça va aller vite. Ça va aller vite, oui, parce que vous avez en plus répondu à une partie de la question que je voulais poser pour ce qui était du risque. Parce que je pense que dans l'Assemblée, la majorité des gens connaissent le Bitcoin, les risques qui y sont affectés. Mais je pense qu'il y en a aussi qui ne le sont pas, ou il y en a qui vont devoir, entre guillemets, vendre le projet pour que des gens investissent dedans. Alors pour ce qui est du risque, vous avez très bien répondu à la question, évidemment, puisque ça permet de le lisser. Et dans le business model que vous avez établi, comme vient de l'expliquer Richard, de toute façon, le risque va être diminué. Mais comme tous les investisseurs privés, ce qui les tracasse souvent, c'est le risque et le cours. J'embraye sur le cours et sur la volatilité. On est en bear market. Tu es le dernier survivant. Alors, il y en a toujours un qui va te dire, oui, mais il vient bien un moment où tu vas mourir quand même. Alors, ce que tu pourrais les rassurer, pour donner un argument, quand on commence à plonger, jusqu'où on peut plonger pour que tu t'en sortes encore, puisque 24 heures sur 24, presque, on se réveille à 3 heures du matin quand on reçoit une alerte sur CoinMarketCap. On voit le Bitcoin qui est à 20 000, il plonge à 15 000, il va plonger à 12 000. Et puis là, toi, tu peux couper ton téléphone parce que je pense que tu ne dormiras pas de la nuit tellement tu vas recevoir des messages d'alerte. Donc, est-ce que tu peux donner un point de repère? J'ai une partie de la réponse, évidemment, sur le cours qui est un peu naïf, mais qui est quand même un point important pour les investisseurs privés. Merci. Sans l'expérience 2018 qui... Ouais. Bah, évidemment, c'est un risque qui est identifié. C'est pas, enfin, pour nous, ce n'est pas un risque, la chute de cours. Hein, parce que le protocole Bitcoin a cet avantage de s'adapter aux forces en puissance. C'est-à-dire que si le cours chute beaucoup, comme l'a expliqué Richard tout à l'heure, on a pas mal de concurrents qui coupent. Les plus chers, les moyens chers, les pas trop chers, et ainsi de suite. Donc le hash rate tombe. Quand le hash rate tombe, la difficulté descend. Quand la difficulté descend, on gagne plus de Bitcoin. Alors il valent moins cher. Mais notre but ici à tous, c'est de cumuler les Bitcoins, que BBGS Assetco crée des Bitcoins tous les ans et les cumule. On dépense le moins possible. On va en dépenser très très peu. Donc, si on se met à en créer plus, c'est jackpot, hein, parce qu'on n'est pas pressé de les vendre en fait. Il suffit d'attendre que ça remonte. J'ai bien répondu ? Richard, tu voulais en rajouter ? Oui, juste une petite chose là-dessus, c'est intéressant parce que si vous achetez du BBGS, vous achetez du Bitcoin miné plutôt que du Bitcoin de marché. Et si vous achetez du Bitcoin, vous savez qu'il y a un risque, puisque s'il n'y avait pas de risque, le cours serait déjà stable. Ce qui fait qu'il n'est pas encore à son sommet stabilisé. La volatilité, c'est la courbe d'adoption et ça matérialise un risque. Peu importe de quelle nature qu'il soit, c'est un raisonnement financier. Donc si vous achetez du Bitcoin, vous savez qu'il y a une probabilité non nulle, même si petite, qu'il disparaisse pour une raison ou pour une autre. Donc vous avez un risque intrinsèque à Bitcoin. Ce qui est intéressant avec Sébastien, enfin BBGS, je ne suis pas tout seul, à chaque fois je dis Sébastien, mais ils sont nombreux, c'est que là, vous avez du Bitcoin moins cher et du Bitcoin à meilleur industriel, du Bitcoin de gros. Et au final, lui ne partira pas avant Bitcoin. Voilà. Si BBGS meurt, ça veut dire que Bitcoin a une drôle de tête. Parce qu'il sera le dernier dans les derniers mineurs. Et comme il y a 200 millions d'utilisateurs dans la crypto aujourd'hui, pour que BBGS ou des mineurs à 4 centimes disparaissent, il faudrait vraiment que ce soit très 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 mal en point. Donc en fait, on peut dire que le risque est le même sur BBGS existentiel que sur Bitcoin. Et après, chacun appréciera la capacité de Bitcoin à survivre. Bravo. J'ai vu que Alex Stachenko voulait poser une question. Ah. Ça risque d'être pointu. Ah, et puis il s'exprime très bien en plus, Alex. Salut. Je vais me joindre aux félicitations. Franchement, c'est top ce que vous faites. Je pense qu'on gagnerait à même au-delà de ça, le médiatiser plus. On le dit, on a tous un problème sur l'image de ce genre de choses en France. Pas qu'en France d'ailleurs, mais en France particulièrement. On est dans un temps que tout le monde connaît, qui est un temps politique important. Et donc je pense que ça peut être un des leviers à très court terme de médiatisation, de parler même du nombre d'emplois qu'on crée, de la valeur qu'on apporte. Donc vraiment bravo pour tout ce que tu présentes là, tout ce que vous présentez là, parce que comme disait Richard, vous êtes beaucoup, parce que c'est vraiment top. J'ai quand même une question. C'est une question plus d'ordre d'appréciation. Entre les coûts d'avant-vente, les coûts de négociation, les coûts de mise en place sur un pays, de démarchage, d'achat des machines, de contact à la centrale, etc.
Combien de temps tu mets en moyenne, ou tu penses mettre en moyenne pour rentabiliser un site à prix de Bitcoin constant, disons, je sais pas, 30 000 aujourd'hui? Les coûts d'infrastructure, en fait, sont presque insignifiants par rapport au coût du hardware, par rapport au coût des ASIC. Mais vraiment, hein, c'est de l'ordre toute l'infrastructure, c'est de l'ordre de à peine entre 8 et 10%. Actuellement, hein, ça peut être beaucoup plus. En 2018, c'était beaucoup plus. Quand on voulait installer des S9 qui ne valaient pas très cher, on avait des conteneurs qui valaient aussi cher qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un conteneur, je dis n'importe quoi, à 100 000 $, si l'intégralité du hardware que tu mets dedans vaut 5 millions de dollars, c'est une goutte d'eau. Mais quand ça valait 100 000 $ et que les machines que tu mettais dedans valaient 150 000 $, c'était très important. Donc non, aujourd'hui, les infras, franchement, le câble a énormément augmenté, les transfos ont énormément augmenté, il y a des allongements des délais qui sont dingues, ça nous pose des vrais problèmes, le transport aérien a explosé en prix, le transport maritime aussi. Bon, ça fait maintenant 18 mois, 2 ans qu'on est confronté à ça, donc on connaît ces problématiques-là, on les gère. Mais pour le reste, non. En revanche, je reviens sur la communication. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette soirée, parce que tu le sais, hein, ça fait des années que je réagis, parce que moi je sais ces chantiers-là, je les vois depuis des années. Je ne peux pas les dire, parce qu'on est obligé de garder un minimum de secret pour ne pas se faire piquer les projets, essentiellement. Hein. Donc nous, ça nous fait bouillir, évidemment, à chaque fois qu'on entend parler de catastrophes écologiques ou de trucs comme ça. Donc on a voulu faire ça aussi, c'est pour ça que Raphaël est là, et d'autres journalistes, pour qu'ils puissent se rendre compte que ce n'est pas une vue de l'esprit ce qu'on raconte. Il y a vraiment des excédents incroyables dans le monde, parce que nous, on a trouvé 900 mégawatts, mais je suis très très loin d'avoir fait le tour du monde, hein. Et puis on est une petite équipe quand même. Donc il y en a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et oui, plus on pourra communiquer là-dessus, plus on tendra le coup à cette espèce de légende urbaine qui voudrait que le mining soit une menace écologique. C'est tout le contraire. Merci. On a une question ici d'Adlit Akalbataï, donc auteur de Bitcoin, la monnaie acéphale, avec Jacques Favier. Là. Hello Seb, bravo pour le chemin parcouru. Hein. C'est vrai que je me souviens de quand j'étais venu à Nantes dans la mine. Et petite question, bon alors à une période, les fabricants d'ASIC étaient un vrai cartel. Là, ça l'est un peu moins. Ça s'est un peu décartélisé, on va dire, parce que les Ricains commencent à se pencher dessus, les Japonais aussi, ce genre de choses. Tu l'évalues comment, ce risque opérationnel un peu signe noir des ASIC, soit de problèmes de patent, soit de problèmes de fabrication, des terres rares, de la supply. Enfin, c'est une industrie en tant que telle qui t'impacte directement. Et comment tu la vois et comment tu vois ton risque par rapport aux ASIC? Et là, on parle que du primaire. Là, tu parles que du primaire, de l'achat primaire, mais il y a aussi un marché secondaire qui rentre aussi en ligne de compte. Hein. Exactement. Bon, déjà, on a du confort, je dirais, pour les 12 mois qui viennent, parce qu'il y a encore énormément de machines sur les étagères. On a vu qu'après le ban chinois, on avait eu une chute importante de plus de 50% du hash rate mondial. Il est revenu au même niveau. Mais pendant ce temps-là, il s'est passé 9 mois. Et pendant 9 mois, les fabricants ont continué à construire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est revenu au même niveau de hash rate qu'avant le ban chinois, donc il y a peut-être 9-10 mois, je ne sais plus, alors que les usines ont continué à construire. Donc il y a encore un potentiel de machines sur les étagères, que ce soit en neuf ou en occasion, qui est énorme. Hein. On peut presque doubler le hash rate encore, avec les machines qui existent sur le marché. Ça, c'est une donnée. Donc on est tranquille pour 12 ou 18 mois. Et après, c'est la même chose que tout matériel électronique. Peut-être qu'il n'y aura plus assez de terres rares pour les fabriquer, qu'il faudra trouver d'autres technologies. En tout cas, l'offre aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu l'as dit, décartélisé. C'est-à-dire qu'il y a 18 ou 19 fabricants d'ASIC aujourd'hui, ça nous laisse l'embarras du choix. Et puis, évidemment, comme tu l'as dit, les Américains s'y mettent. C'est pour ça que j'ai présenté le partenariat avec Blockstream, parce que pour nous, c'est hyper important. Hein. On a tout de suite levé le doigt en disant on veut être votre premier client. Et Samson Mo m'a dit on va aller plus loin que juste ce partenariat où tu seras notre premier gros client qui achète sa première commande et on fait du buzz dans les journaux. On va faire mieux que ça. Il dit on prévoit 6 mois d'essai pour nos ASIC. Pendant ces 6 mois-là, on met les machines, on met un gros lot de machines dans nos propres fermes et on les teste. Et ben, Big Block va partager ces tests. Donc dès le début des 6 mois, on va vous envoyer un stock de machines et vous allez faire les tests en même temps que nous. Et on va publier nos tests en même temps. Bref, tout ça pour dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de ne plus travailler qu'avec les Chinois. Et déjà, ça, c'est une ouverture qui est intéressante. On a des projets avec le Salvador pour déplacer la fabrication des ASIC au Salvador, parce que le pays est volontaire et que c'est facile à faire. Ça fait des années que je le dis. Richard m'avait interviewé à ce sujet-là. On peut tout à fait fabriquer des ASIC en France. Bon, apparemment, la France ne veut pas de notre industrie, donc on va la créer ailleurs. Mais ça, on peut le faire.
Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Adli? Ok. Ouais, ce qu'ils font déjà beaucoup. Hein. Alors moins justement depuis les restrictions minières en Chine, beaucoup moins. C'est-à-dire que les premiers qui ont été contraints de dégager, c'est Bitmain. Hein. Bitmain n'expédie plus de machines de Chine. En gros, tout son business, ils l'ont délocalisé à Hong Kong. Voilà. Et tu aurais pu citer aussi le projet de Jack Dorsey, le bloc, bon, dont la roadmap est à venir néanmoins. Et Intel. Et Intel, qui sont de nouveaux participants dans ces acteurs. En tous les cas, il y a des investissements énormes sur ces sujets pour produire ces ASICs, parce que les investissements des usines pour fabriquer les ASICs comptent plutôt en centaines de millions de dollars. Claire. Il y a Laurent Bénichou qui veut poser une question, je le vois depuis un moment. Hein. Laurent, donnez un micro à Laurent. Je donne mon micro. Allez. On va commencer par Laurent qui s'impatiente et qui trémousse sur sa chaise là depuis tout à l'heure pour avoir un micro. Comme il est devant. Je m'impatientais pas, c'est juste que comme ça rejoignait la question d'Alexandre, je voulais parler à ce moment-là. Voilà. En fait, j'ai pas très bien compris et je vous pose la question parce que je suis peut-être pas le seul dans la salle et c'est peut-être parce que j'ai pas reçu le document. En fait, est-ce que avec BBJS vous changez de business model? Et que du coup, en fait, vous remontez le capital au niveau de l'entreprise et que c'est l'entreprise qui va aussi acheter les machines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, moi, par exemple, j'ai acheté une machine. Ouais. Ou est-ce que vous continuez avec le business model ancien qui est de dire, en fait, nous, on est opérateur de service et on permet à des gens d'acheter les ASIC. Ok. Et du coup, parce qu'en tant qu'investisseur aussi, tu te dis, est-ce que je mets toute mon enveloppe dans BBGS ou est-ce que j'en garde 50% pour acheter des ASIC aussi? Alors, ni l'un ni l'autre. Mais mieux que ça. En fait, ce qui est créé, c'est une société de financement qu'on appelle donc BBGS Asset Co. Et dans lequel, au lieu d'acheter des machines, tu achètes des parts de cette société qui achète des machines. Ce qui te permet en fait de faire ce que j'ai présenté tout au début et dont on a parlé plusieurs fois, qui est la mutualisation des risques. Parce qu'en fait, tu n'es pas propriétaire de la machine, tu es propriétaire de parts d'entreprises qui elles-mêmes achètent cette machine. Donc c'est assez classique dans les financements d'infrastructures. On a donc une asset co qui ne porte que les assets. Les assets, c'est quoi dans ce business? C'est des machines. Donc ces machines, ensuite, se constituent un peu comme toi, tu es client en fait de BBGS, deviens client en fait de BBGS, signe le contrat de métayage avec BBGS, achète la machine chez BBGS, ou une filiale de BBGS, peu importe, en tous les cas, achète la machine à travers BBGS, et ensuite reçoit en fait la production depuis BBGS. C'est clair, non? Voilà. Bon, en gros, avant, les clients nous achetaient des machines, ils n'auront plus cette possibilité-là. Donc maintenant, notre seul client va être BBGS Asset Co. Voilà, là, pour répondre simplement. Salut Sébastien. Merci d'abord pour la présentation. Moi, je suis tes aventures depuis un certain temps, et puis je suis content d'être aussi à Virunga avec toi, enfin en machine en tout cas. Et j'avais deux questions. Une très technique que Philippe a mentionné au début, et après vous en avez pu parler. C'était ce que vous faisiez avec les bitcoins qui étaient récupérés. Tu parlais de les réutiliser aussi dans la nouvelle finance, et je vais peut-être avoir un peu plus de détails là-dessus. Et puis après, une question d'ordre géopolitique, parce que voilà, pour moi, le minage de bitcoin, ça va être c'est géopolitique déjà, en fait, et puis ça va le devenir de plus en plus. Et à quel moment le prix de l'électricité va être pricé en bitcoin? Voilà. Oui, le principe est simple. En fait, la trésorerie qui est en bitcoin à l'intérieur peut éventuellement, en fonction de ce que décideront les actionnaires, pouvoir être placée pour pouvoir, comme fait toute entreprise, de placer cette trésorerie pour pouvoir la faire fructifier. Et c'est ce qui est proposé d'être fait en utilisant en fait des principes extrêmement simples et surtout des experts du sujet, de façon à faire qu'elle puisse être fructifiée. Donc c'est un placement de trésorerie assez classique, certes en utilisant les principes de la decentralized finance, donc probablement en râpant ces bitcoins et puis en allant les placer dans des protocoles sûrs. On va essayer d'avoir des principes de gestion rassurants pour les investisseurs, mais en tous les cas de placement de trésorerie assez classique. Mais ce qui permet d'augmenter, on l'a montré d'ailleurs dans le business plan qu'on a fourni à certains qui l'ont demandé, qui permet en fait d'offrir un retour sur l'equity qui est quand même assez intéressant et qui crée un levier qui n'est pas à négliger. Et d'autant en fait que la production baissant au fil du temps
d'un batch de machines, eh bien, en fait, ces principes de placement de la trésorerie permettent de diminuer, en fait, la baisse de production par ce surcroît de bénéfices. Quant au paiement de l'électricité en Bitcoin, c'est Alexis qui parle, hein, j'ai du mal à voir. Ouais. Si la monnaie légale est le Bitcoin, on paiera en Bitcoin. En revanche, que l'électricien nous fasse payer une partie de notre production plutôt que de nous faire payer son électricité en dollars, oui, on va y venir. C'est une idée que j'avais donnée au ministre de l'Énergie en Géorgie en 2017. À l'époque, j'avais été reçu donc, par ce ministère, par le ministre lui-même. Et il me disait, on commence à avoir trop de mineurs au moment où vous arrivez, vous, en 2017. Et je leur avais expliqué que leur politique n'était pas la bonne, parce qu'ils me disaient, pour arrêter l'invasion des mineurs, on va augmenter le prix à 10 cents. Je dis, mais vous allez tous les perdre. Et ça va créer un déséquilibre énorme sur votre réseau. Ce qu'il faut faire, si vous voulez être attractif pour les mineurs, c'est prendre un tout petit bout de leur production en Bitcoin. Ils ne m'avaient pas écouté à l'époque. Mais j'en ai parlé avec Monica Taher hier. Eux, au Salvador, c'est une idée qui commence à faire son chemin. Donc je pense que oui, très rapidement, dans 5 ans, dans 10 ans, on paiera notre électricité sur une partie de notre production, je pense. On prend 2 dernières questions parce qu'après, il y a un planning. Et je voudrais répondre à une question qui n'a pas été posée. C'est assez original. Mais ça va dans le sens de ce que tu disais à l'instant. C'est qu'on propose aussi aux investisseurs d'avoir un retour, hein, qui est un retour, effectivement, une clause de liquidité qui leur permet de retrouver le cash qu'ils ont mis. Et on leur permet en fait d'avoir ce retour également au Bitcoin. Hein. Donc pourquoi ? Parce que dans le schéma initial, lorsque vous achetez des machines chez BBGS, vous envoyez des euros, vous avez votre machine et vous recevez des bitcoins. Dans le schéma où vous achetez des titres, vous achetez avec des euros des titres. Et lorsque on vous rachète ces titres, vous avez des euros. Là, on va mettre en place une clause de liquidité grâce à des avocats de Kramer-Levin que je vois au fond de la salle, qui est une clause en fait, qui vous permet également d'avoir la possibilité de retrouver en fait, plutôt du bitcoin à la hauteur de ce qui a été produit pour le pourcentage de votre investissement. Une dernière question, Jos Takinset. Merci. Bonsoir Seb. Salut. On voit très rarement le biogaz utilisé dans le mix énergétique des mineurs. Donc, quelle est la raison ? Et deuxième question, est-ce que vous comptez valoriser la chaleur émise par les mineurs pour chauffer des bâtiments ou pour un autre usage ? Alors pour ce qui est du biogaz, c'est une très bonne question. C'est proportionné à cette offre-là en fait de biogaz. C'est une production d'énergie qui est toute petite dans le monde aujourd'hui. Mais alors, c'est peut-être un scoop pour toi, mais on mine déjà sur du biogaz parce qu'on a créé une petite ferme sur une usine de méthanisation agricole chez nous dans le 44 avec un de mes copains agriculteurs là, qui a fait partie de l'aventure dès 2017. Donc ça fonctionne très bien. Hein. C'est très simple, il produit de la bonne électricité. Au Salvador, par exemple, il y a de la production de biogaz. Donc là, on va miner sur du biogaz au Salvador, c'est certain. C'est peut-être 3% de l'énergie produite au Salvador, ou 4%, je crois. Donc ça ne sera jamais que 3 ou 4% de notre mining dans ce pays-là. Mais voilà, c'est cette proportion-là. Et la deuxième question, c'était il faut avoir un marché pour cette chaleur. Et comme l'a expliqué Richard tout à l'heure, souvent les premiers mineurs qui coupent, c'est ceux qui sont dans les grands centres urbains ou à côté. Il y a une équation à trouver. Pour l'instant, personne ne l'a trouvée. La problématique de chauffer, c'est que c'est pratique d'avoir des mineurs qui chauffent l'hiver à la place des radiateurs, mais qu'est-ce qu'on fait de cette chaleur l'été, quoi ? Franchement, on l'a retourné dans tous les sens. Alors, il y a des cas où, d'abord, la chaleur est maintenant très facile à manager parce que dans le temps, tu sais, on travaillait qu'avec du refroidissement par air. Donc, tu chopes à la sortie de tes conteneurs un air qui est à 55 degrés, tu sais rien en faire. Ou très peu de choses, c'est pas facile. Tu peux chauffer des serres, quoi, c'est à peu près tout. Des serres à tomates. Avec l'immersion cooling, il y avait des images qui tournaient quand j'ai montré au Man, là. Je voulais faire un petit focus, puis j'ai oublié. Avec l'immersion cooling, tu sais, tu peux faire du refroidissement par eau. Tu trempes tes machines dans un liquide calorifuge et tu as un échange thermique avec de l'eau. Donc tu peux chauffer de l'eau et de là de manière extrêmement précise, régulière, et tu peux la régler. Tu peux régler ton thermostat. Donc là, tu peux t'en servir pour chauffer des bâtiments. Il faut les marchés. Là, on avait travaillé pas mal avec des boîtes françaises, avec Engie notamment, dès 2017 sur ce sujet-là. Dès que tu as un bear market, tout s'arrête au niveau recherche et développement. Donc ils ont laissé tomber cette histoire-là et puis on n'en a plus besoin, nous. Mais oui, je suis convaincu que le mining chauffera les bâtiments un jour. Ce que fait Wise Mining, on va voir où ça les amène, mais l'expérience est très intéressante. Alors, pour les investisseurs qui n'ont pas le dossier... parce que certains... Personne ne l'a, normalement. Bon, enfin, moi, mes clients ne l'ont pas. Hein. Pour les investisseurs qui n'ont pas le dossier, on est à votre disposition, bien sûr, avec Sébastien, pour vous fournir le dossier qui comprend tout un tas
d'informations précises que vous posez probablement. C'est accompagné également d'un term sheet, hein. Donc vous le signez à la fin, vous nous renvoyez un exemplaire. Non, je plaisante. Vous prenez le temps en fait de le lire, de bien considérer tout ce qui est à l'intérieur, nous donner des feedbacks si vous en avez, et on est à votre disposition pour répondre à toutes ces questions-là. Voilà, c'est fini, on va aller boire un verre. Juste, cette première levée de fonds, la clôture est au 3 mars, donc il n'y a pas de limite en termes de montant, mais il y a une limite de temps qui est très courte. Donc vous faites partie des privilégiés, enfin des gens qui savent avant les autres, voilà, avant que la presse ne s'en empare et qu'on soit hyper sollicité. Je vous remercie de votre attention, c'était long, et j'espère que c'était bon.